Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 68e clé, disons la troisième partie, qui s'intitule « Science et spiritualité, une histoire d'amour, possible ou impossible ?» On va tenter d'y répondre. Alors, reprenons un petit peu ce qu'on a vu jusqu'à présent. On a tenté de définir l'histoire, en fait, de toutes les civilisations et qui montre une complémentarité, non pas une opposition, entre la science et la spiritualité. On va dire que la rupture s'est opérée à cause de l'obscurantisme, de l'inquisition, et puis après pour différentes raisons. Voilà. Ensuite, on a essayé aussi de voir en fait le protocole, les méthodologies d'analyse en quelque sorte de ces deux polarités qui ne sont d'ailleurs pas homogènes, mais qui sont faits sous forme de classification, de sous-ensembles, de disciplines, etc., etc., différentes écoles. Voilà. Cela étant, on essaie d'y appliquer une approche holistique, c'est-à-dire qu'on essaie de faire de la transdisciplinarité, de la pluridisciplinarité, et histoire d'être multitâche. Voilà, donc c'est une vision avec un peu de hauteur, etc. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir un petit peu des thèmes qui constituent, selon moi, des membranes qui permettent en fait de créer du lien entre science et spiritualité. D'accord, en quelque sorte, c'est comme si c'était des thèmes médiateurs qui permettent à quelqu'un qui est complètement hermétique, par exemple, à la spiritualité, de s'y mettre petit à petit, disons, de s'ouvrir un champ de conscience qui va permettre progressivement, éventuellement, d'aller sur d'autres sphères. Et de même, pour quelqu'un qui est trop, qui a dans le collimateur la science, et de se dire que oui, il y a la science alternative, il y a de la science qui, au contraire, s'ouvre de plus en plus. Voilà. Alors, le premier thème, c'est la nature. D'accord ? En fait, la nature, en effet, est un lien, un vecteur entre science et spiritualité. Je m'explique. La nature, si vous l'étudiez à travers la biologie, l'astronomie, la biologie, etc., etc. D'accord ? Quand vous étudiez, par exemple, dans tout ce qui est botanique, mais plutôt, on va dire, la forêt, enfin les arbres, en fait, c'est incroyable le réseau qui s'opère. S'il y a une communication véritablement entre les arbres, en dessous, un peu comme si les racines constituaient une sorte de Wi-Fi, comme s'il y avait un réseau de connexion, un réseau neuronal qui fait que l'arbre agit individuellement, mais aussi collectivement, et à travers des champignons, plein de choses, de codification qui sont juste incroyables. Mais vraiment, c'est magique, c'est extrêmement bien fait. Alors, ça vient dans cette idée que disait, pour laquelle Voltaire disait l'univers m'embrasse et je ne puis songer que cette horloge existe et qu'il n'y a pas d'horloger. Donc pour lui, comme beaucoup de philosophes et même de scientifiques, c'est ce que disait Einstein aussi, quelque part différemment. En fait, de admirer la magnificence de l'existence à travers, je vous dis, la nature, la botanique, etc., etc., fait que ça devient de plus en plus difficile à ne pas croire qu'il y a une volonté, une présence, quelque chose qui nous dépasse. Voilà, c'est de cet ordre-là, d'accord ? D'où cette idée de cherche et tu trouveras. Plus tu étudies, plus tu vas trouver des choses qui sont de l'ordre limite du miracle. Alors, continuons. Alors, Paracel disait aussi différemment, la nature est une lumière qui luit beaucoup plus que la lumière du soleil, au-dessus de tout regard et de toute puissance des yeux. Dans cette lumière, les choses invisibles deviennent visibles. Alors, premier point que je voulais mentionner, notamment dans la nature, pour vous montrer qu'il y a quelque chose de transcendantal de l'ordre du miracle, c'est notamment rien que quand on étudie l'univers, les astres, le cosmos. En fait, cosmos en grec, étymologiquement, ça veut dire l'ordre. Ok ? Et qui dit ordre dit un arrangement, une volonté derrière tout ça. D'accord ? Toujours dans cette même idée, en physique, les quatre forces qui régissent sont la gravité, l'électromagnétisme, la force nucléaire faible et forte. Donc, quatre forces. Ces forces se compensent, d'accord ? Mais c'est pas que quatre forces en quelque chose. C'est un concours de circonstances, un concours une convergence d'énormément de paramètres qui font
que, entre guillemets, tout fonctionne bien. Alors, pourquoi? S'il n'y avait pas eu cet électromagnétisme d'un iota, on va dire, petite différence, on aurait été trop brûlé ou trop glacé, etc., etc., et la vie ne se serait pas déployée comme elle l'a fait. Que la vie soit possible en l'état sur notre planète est de l'ordre de l'infime probabilité. C'est 10 puissance 60. Ça veut dire quoi? Vous mettez 10 et 60 zéros, quoi. C'est énorme. C'est énorme. On peut même pas se le représenter. On a beaucoup plus de chances de gagner plusieurs fois d'affilée au loto. D'accord? Pour ceux qui sont plus, alors ça c'est les chiffres, pour ceux qui sont plus visuels, c'est comme si vous tirez à l'arc ou à 14 milliards d'années-lumière sur une petite cible qui est pas plus grande qu'1 cm par 1 cm, genre un timbre-poste. Donc, quand je vous dis plus vous étudiez et plus c'est difficile, en effet, dans ce cas précis, le hasard, il est soit très précis ou bien il a beaucoup de chance. Et surtout répété dans le temps. Hein, ce qui laisse peu de place au final. Je dis pas que c'est imposé, mais le pur hasard, genre ouais non mais c'est tombé comme ça, il est trop de chance quoi, il est super précis quoi. Évidemment, ça laisse songeur. Alors, continuons, c'est le même principe que la métaphore de mettre, enfin quand on étudie l'univers, c'est du même ordre que si vous mettiez une bombe dans une imprimerie, d'accord, donc il y a des machines avec des lettres, etc. Et donc ça explose. Et de là, en fait, vous en sortez une bibliothèque classée avec des super ouvrages, des chapitres, des mots bien enchevêtrés. Enfin, tout va bien, il y a du sens, etc. Par rubrique. Et puis vous dites non, mais c'est normal, quoi. C'est le fait de l'explosion de la bombe, quoi. Ok, du même ordre que, encore une autre analogie, vous démantelez un avion, un Airbus, peu importe, et vous mettez tous les boulons. Donc il y a des millions et des millions de boulons sur, je sais pas, les 5 km sur une piste. Puis là, il y a une tornade, ok. Et puis, à la fin de la tornade, il se passe quoi? Vous obtenez, tout a été remis dans l'ordre et vous avez un oiseau de fer, donc un avion qui peut voler. Et là, on se dit de la même manière, c'est dû au hasard. Donc, je me répète volontairement, le hasard est soit très précis, soit il a beaucoup de chance et surtout répété dans le temps. Alors, c'est pour ça que Einstein disait cette chose très très forte. Il disait toute personne qui est sérieusement impliquée dans le progrès de la science devient consciente de la présence manifeste d'un esprit largement supérieur à celui de l'homme, en face duquel, avec nos modestes facultés, nous devons nous sentir humbles. Je crois que ça résume pleinement ce que j'essaie d'expliquer. C'est-à-dire que c'est tellement grand et beau et fort que on se dit qu'il y a forcément une volonté derrière tout ça. Qu'on le nomme Dieu, le vivant, peu importe. Mais a priori, factuellement, il y aurait, enfin je préfère parler au conditionnel parce que c'est toujours difficile, vous voyez, on a toujours cette mesure de se dire non, mais faut quand même être borné pour pas y croire. C'est ça que je suis quelque part, hein, mais si on est un peu plus cash. La nature nous permet de faire cette jointure entre science et spiritualité. Deuxième axe, c'est l'énergie. Ok, l'énergie, c'est pas visible, c'est impalpable, hein. Bon, à part quand vous prenez une décharge électrique, ok, vous le sentez passer quand même. Mais disons que, là on va s'adresser plutôt à un type d'énergie, hein, une énergie subtile, c'est-à-dire le 5e élément, l'éther, la quintessence, le chi chez les Chinois, qui veut dire littéralement en chinois, en mandarin, énergie. Le pendant en japonais, c'est le ki, qui a donné le reiki, etc. En chinois, le chi, ça a donné le qigong, le tai chi. Donc le prana des hindous, etc., etc. Pourquoi c'est si important, cette notion d'énergie? Tesla, Nikola Tesla, grand scientifique, cerveau américain, qui disait, qui est connu cette citation, si vous voulez connaître les mystères de l'univers, réfléchissez en termes de énergie, vibration et fréquence. Pour lui, ça se résume à ça. D'accord? Donc de là, j'en ai déjà parlé, mais Einstein qui disait, ça c'est Max Planck, excusez-moi, toute matière vient d'une force et n'existe que par elle, nous devons supposer l'existence par cette force d'un esprit conscient et intelligent. Cet esprit est la matrice de toute matière. Alors, je suis complètement d'accord, il dit nous devons assumer, nous devons supposer, ce qui veut dire qu'il n'est pas unanime, hein, mais pour lui, il y a énormément de chances qu'il y ait un esprit conscient et intelligent qui orchestre tout ça, ou qui a orchestré tout au moins. Bon, Max Planck, c'est pas débile du coin, hein, c'est prix Nobel de physique en 1918, hein, donc l'un des
piliers, des pères fondateurs de la mécanique quantique. Alors, Einstein disait justement, ce que nous avons appelé matière, c'est de l'énergie dont la vibration a grandement été réduite dans la densité pour être perceptible à nos sens. Et il conclut en disant qu'il n'y a pas de matière. D'accord? Donc évidemment, ça jette un peu un froid, parce que au regard de la science, de cette science, qui n'est pas toujours tout le temps connue, eh bien, tourner en dérision des énergéticiens, on va y arriver, et de deux, n'avoir qu'une société exclusivement matérialiste, qui veut dire dans la matérialité, dans le tangible, est un non-sens, au final. Hein, bon entendeur, salut. Petite citation d'une personne que j'apprécie beaucoup et qui est très peu connue, Jean-Michel Charron. Donc qui à la fois, j'aime bien son profil, il est philosophe et également scientifique. Alors, dans l'univers, chaque atome est relié à tous les autres atomes, à travers la substance, l'esprit, de l'antimatière. Toute connaissance est potentiellement accessible à chaque atome de l'univers. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que il parle en fait de l'intrication quantique. C'est-à-dire que nous venons à la base du Big Bang et quelque chose qui a été compact à un moment, il est forcément relié énergétiquement. Donc nous avons l'accès, entre guillemets, à ce champ des probabilités, de ce champ des data de conscience, de données, d'informations, à notre guise, en quelque sorte. Bon, ça, c'est très proche aussi de tout ce qu'on dit, hein, c'est qu'il y a comme une espèce de grille invisible qui suspend, entre guillemets, c'est une sorte de chaîne et trame de l'existence. Okay, ce serait le fameux cinquième élément, l'éther, le prana, hein, qui existe dans toutes les cultures. Ok, ça, on le retrouve notamment dans la Genèse. En hébreu, Bereshit, c'est le premier mot de la Genèse, qui signifie justement la trame, comme chaîne et trame. Vous savez, quand on enchevêtre des fils, et vous obtenez une trame, enfin une draperie ou enfin voilà du tissu, on va dire. Bon. Et en fait, Bereshit, c'est cette notion qu'il y a un fil conducteur et c'est comme s'il y avait un plan en fait. Et c'est ce qu'ont découvert justement les scientifiques depuis quelques années, une dizaine d'années désormais. Alors il y a une trame, il y a une sorte de fil conducteur, c'est une chose. Ensuite, il y a, je suis obligé de parler de ce qu'on appelle le conatus. C'est une force invisible que, enfin le nom le doit à Spinoza, mais c'est plutôt en fait par là, c'est ce qui fait qu'on a un instinct de préservation où vous pouvez pas, si vous arrêtez de respirer, vous pouvez pas vous forcer et vous suicider, ça marche pas. Le corps naturellement aspire à la vie, à la progression, hein, à l'expansion. Et c'est pareil dans la nature en fait. Donc le conatus, c'est aussi le fait que les choses restent en l'état. C'est-à-dire quand on se réveille, qu'on est inconscient, on se réveille, on n'a pas la gueule en vrac et on est obligé de remettre les atomes hein, de notre corps, hein, ça se fait naturellement. Donc c'est ça le conatus, qui est une force invisible, j'insiste, c'est un filet invisible en quelque sorte, qui permet entre guillemets la préservation, le maintien et l'expansion de la vie dans l'absolu du vivant. Alors, il y a un lien entre le corps et l'esprit, une cohérence entre le corps et l'esprit, une coordination entre le corps et l'esprit, etc., etc. Alors, troisième point majeur, qui concerne justement cette membrane et ce lien entre la spiritualité et la science, c'est la créativité. La créativité, par extension, l'intuition. Je sais que c'est relativement, enfin c'est différent, mais alors pourquoi? Parce que la créativité, alors l'intuition c'est le magnétisme hein, animal en quelque sorte, hein, c'est ce que l'on ressent. Alors pour vous donner un exemple, quand il y a eu les cas de tsunami, notamment en 2004, en fait les animaux ont ressenti le magnétisme, leur intuition, que quelque chose allait se passer, comme s'ils avaient eu des vibrations, des ondes, et ils sont allés se réfugier dans les hauteurs, dans les montagnes et autres, dans la mesure du possible, et beaucoup ont été épargnés. D'accord? Donc c'est ça. Quand je dis que c'est un magnétisme animal, ça vient de là. D'accord? Ensuite, dans cette notion aussi plutôt de créativité, c'est de se poser ces questions, d'où viennent ces nouvelles idées par exemple. Et c'est quelque part une forme de téléchargement. D'où viennent nos idées? La philosophie grecque du monde des idées de Platon. Hein, dans la psychanalyse, de l'inconscient collectif. Chez les hindous, des mémoires akashiques. Au niveau de la science actuelle, qui
qui est relativement controversé, hein, parce que c'est pas encore, il a écrit des papiers, il est d'une part reconnu par certains et plutôt critiqué par d'autres. Bon, peu importe. C'est un Britannique qui s'appelle Rupert Sheldrake. En fait, il parle des champs morphiques. Les champs morphiques, ce sont des égrégores en quelque sorte. Ça, en fait, il lie entre guillemets chaque genre, on va dire, d'espèces, notamment race humaine. J'ai bien dit la race humaine, j'ai pas dit les races humaines, hein, en tant que genre humain. Est lié à quelque chose, comment dirais-je, d'inconscient. Du coup, les habilités que une minorité, puis une majorité, etc. télécharge, donnent le potentiel à l'intégralité de les avoir. C'est le principe de la théorie du centième singe. Je vous invite à regarder de quoi il s'agit, éventuellement si vous souhaitez approfondir. Alors, justement, dans cette idée de Carl Jung, hein, sur la notion de psychanalyse, sur cette notion de inconscient collectif, il disait, en plus de notre conscience immédiate, qui est d'une nature tout à fait personnelle, il existe un second système psychique d'une nature collective et universelle et intemporelle qui est identique chez tous les individus. En gros, vous avez accès à une bibliothèque dès lors que vous êtes bien câblé. Vous êtes bien... c'est comme si, en fait, c'est l'analogie, quelque part, votre corps, c'est votre ordinateur, votre intuition, votre créativité, parce que vous êtes bien câblé, c'est parce que vous faites de la méditation, etc., etc., bah, c'est votre Wi-Fi. Et ce Wi-Fi permet d'accéder à des sites que tout le monde, auxquels tout le monde peut avoir accès également, selon le fait qu'il se connecte, bien entendu, et par ailleurs qu'il tape, sur un moteur de recherche, le nom correct. D'accord. Donc cette information, elle apparaît sur votre écran, elle n'est pas dans votre écran. Hein, si d'aventure vous voyez des éléphants, les éléphants ne sont pas dans votre écran. On est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est un support. Mais c'est l'analogie entre le progrès aujourd'hui, ce sont des aptitudes naturelles quelque part. Et c'est toujours intéressant de le comparer à ça parce que ça permet de mieux comprendre. Donc, j'insiste lourdement. L'Akasha, l'une des personnes qui, à mon sens, c'est Laszlo, qui là, c'est un Hongrois, hein, c'est un biologiste hongrois, professeur, qui justement a beaucoup travaillé sur les mémoires akashiques, et c'est pas qu'il a démontré, mais il en a parlé, etc. Et pour lui, c'est de l'ordre de l'évidence. C'est-à-dire qu'il il parle que le vide quantique, justement, est rempli d'informations sur lesquelles on ne peut avoir accès, etc., etc. Alors, il y a aussi, bien entendu, donc bon, ça c'est la créativité, on pourrait étendre davantage, mais je pense que c'est relativement clair. Ensuite, le quatrième pilier, on va dire, de cette jointure en quelque sorte, c'est la notion de conscience. Alors, c'est un terme extrêmement tabou. Le mot conscience en science est quasiment banni. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est ça qui est rigolo, entre guillemets, c'est que il est interdit parce qu'il est extrêmement difficile à définir au regard de la science, du même ordre que l'âme, d'accord ? Donc c'est un petit peu comme si, écoutez, je ne sais pas l'expliquer, donc ça n'existe pas. D'accord, ok, mais c'est le même principe dans ce cas-là que si je regarde un truc de science, ou je sais pas, un truc trop péchu, et puis et je comprends pas, et je dis, non mais en fait c'est débile, quoi. C'est débile et ça n'a pas de sens, parce que ça n'en a pas pour moi. Peut-être que c'est mes neurones qui ne sont pas connectés, peut-être que je suis un peu limité, etc., etc. Hein. Donc, bon, c'est intéressant déjà ça comme approche quand même. Mais bon, alors cette notion en fait de conscience. Alors j'adore cette phrase de Victor Hugo qui dit la chose suivante la conscience c'est Dieu présent dans l'homme. Ouais, Victor Hugo, qui est un grand mystique à la base. Hein. Donc c'est un lettré, un grand écrivain français, mais en parallèle c'est aussi un mystique. Donc il concilie le monde matériel et spirituel. Bon, bref, c'est beau cette phrase. C'est la conscience, c'est Dieu présent en l'homme. Donc pour lui, en fait, tout anima, hein, qui signifie l'âme, tout est animé par l'essence divine et notamment la conscience. Et bon, c'est quand même. Alors. Schrödinger, un des 5 piliers de la mécanique quantique, donc qui a été enseigné des sagesses hindoues, Védas et autres, disait la chose suivante que j'aime beaucoup. La multiplicité, c'est sur l'unité, la multiplicité que nous percevons n'est qu'une apparence. En vérité, il n'y a qu'un seul esprit.
D'accord? Bon, elle est relativement simple. En fait, c'est comme si, c'est comme de constater, hein, ça c'est de la biologie, hein, c'est factuel, hein, c'est démontré, etc. C'est pas de la spéculation. Imaginez que vous êtes composé d'une multitude, des milliards et des milliards de petites cellules, et que chaque cellule a une conscience. Je répète, chaque cellule de votre corps, chaque cellule, bactérie et autres dans un lac ou autre, d'une grenouille ou ce que tu voulais, a une conscience. Ah ouais. Donc une conscience, ça veut pas dire qu'elle se tape la discute et qu'elle parle et qu'elle a un langage, elle a une forme de, avec les stimuli, c'est différent, mais c'est déroutant quand même de se poser cette question-là. Ça, c'est l'enfant intérieur de ce waouh, c'est quand même fort. Donc ça veut dire qu'elle a une raison d'être en tant qu'entité individuelle, cellule elle-même, dans sa prison en quelque sorte, et par ailleurs elle fait partie d'un grand tout sur lequel il y a une résonance. Donc ça c'est intéressant quand même. Hein. C'est quand même de la même manière, hein, on est toujours dans cette notion de c'est quand même super bien fait. Alors, David Bohm, c'est pareil, c'est un scientifique alternatif en quelque sorte, il était complètement perché, beaucoup plus bifurqué dans la spiritualité, perché dans le sens hindou illuminé, mais extrêmement talentueux. Hein. Pour preuve, Einstein en était admiratif. Il disait tout le temps que c'était pour lui le personnage le plus emblématique de la science et en général quoi. Encore une fois, Einstein, c'est quand même une référence. Hein. Donc, qui considère David Bohm comme quelqu'un d'extraordinaire, je pense que ça valait quand même le détour. Bon, il a dit justement cette chose assez intéressante. La nature a un sens et donc une conscience. Je répète, la nature a un sens et donc une conscience. Même au niveau de l'électron, cette conscience est partout et en toute chose. Je la refais parce qu'elle est vraiment importante. La nature a un sens et donc une conscience, même au niveau de l'électron. Cette conscience est partout et en toute chose. Bon, bah écoutez, c'est la science qui explique quand même ce dont on essaie de parler depuis un petit moment déjà. C'est ces mêmes principes en fait. Il y a un ajustement, il y a une résonance, il y a un ajustement, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, l'hermétisme, hein, la notion de résonance, c'est les petits effets, enfin l'effet papillon, etc., l'effet domino. Mais en fait, il y a notamment une sorte de synchronisation, de synchronisation. Et il y a notamment des expériences, je ne sais pas si vous l'avez déjà faites ou si vous avez déjà vu, ou vous tapez sur Internet, vous allez voir. Les métronomes. Un métronome, c'est ce qui donne la cadence pour jouer de la musique, hein, pour qu'on soit au bon rythme, au bon tempo, par exemple. Bon, si vous en déclenchez, et par exemple qu'ils sont, c'est difficile de faire ça. Bon, par exemple, ils sont pas en même temps. Vous voyez, ils sont, on va dire, opposés. Un peu. Eh bien, il y a quelque chose qui s'opère, qui est encore une fois très difficile à expliquer parce que c'est probablement un ajustement magnétique. Mais après un certain moment, bien qu'ils aient été, qu'ils ne soient pas coordonnés, il y a un moment où ils se synchronisent naturellement. Et donc, ils vont tous aller dans le même sens. Et vous le voyez, c'est assez, c'est vraiment, je vous dis, extrêmement déroutant en fait. Je dis pas qu'il y a une conscience globale autour des métronomes, c'est pas ce que je suis en train de dire non plus. Mais il y a une énergie transcendantale qui permet de coordonner tout ça. Et donc ça, c'est quand même de l'ordre de ouais, ça mérite quand même un petit peu réflexion et ouais, c'est un peu intriguant quand même. Hein. Alors, je voudrais citer Einstein à nouveau une dernière fois. Alors, elle est un peu longue, mais elle a vraiment sa raison d'être. Elle est juste magnifique. Eh bien, je ne pense pas qu'il soit absolument nécessaire que la science et la religion soient antinomiques. En effet, je pense qu'il existe un lien très étroit entre les deux. Et je pense que la science, religion et mutilé, elles sont toutes deux importantes et devraient travailler main dans la main. Il semble que quiconque ne s'interroge pas sur la question de vérité en matière de religion et de science pourrait bien aussi être mort. Je pense que c'est extrêmement bien résumé. Il explique bien que les deux sont importantes et nécessaires. Et surtout, en fait, qu'elles apporteraient grandement à l'humanité si elle travaillait de concert, hein, main dans la main. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça créerait des synergies. Et ça, moi, je vais vous dire, depuis que je suis enfant, je me souviens d'une extrême belle discussion. C'était un ping-pong. J'étais gamin. C'était au lavoir, hein, lavoir en Lorraine, hein, donc symboliquement le lavoir où on lave.
linge sale en famille entre quelqu'un de notre famille, c'était vice-évêque. Enfin, c'était vraiment enfin, il est toujours de ce monde. Il a marié mes parents, mais c'était un homme d'église pratiquant. C'est-à-dire qu'en fait, il était beaucoup dans l'opérationnel. Dans l'opérationnel, avec les jeunes délinquants, dans les prisons, etc., etc. Donc c'était quelqu'un qui mouillait la chemise. Hein. C'était pas que dans son église. Son église était, il n'y avait pas de, comment dire, elle était ouverte, hein, de cœur, j'entends, dans le sens de contempler, d'accord. Et puis, je me souviens de cette discussion extraordinaire qui a duré peut-être 3 heures, je ne sais plus, mais j'étais gamin et j'étais au centre. Et il y avait, en fait, ils étaient vraiment distants, peut-être de 5 mètres, ou peut-être dans mon imaginaire d'enfant. Enfin, j'avais 10 ans, ou 8 ans, j'en sais rien. Mais bon, bref, il y avait cet homme d'église, et il y avait mon père, donc qui est un grand professeur, chercheur, émérite, reconnu, hein, dans l'intelligence artificielle. Son laboratoire a été dans les plus connus au monde, avec les Japonais et autres. Bon, bref, tout ça pour dire que c'est une personne extrêmement compétente dans ce domaine, et notamment, enfin, la science le fascine. Bref, et donc il y a cet échange qui s'opère, et c'est comme s'ils incarnaient justement la spiritualité et la science, et j'ai ce ping-pong que je vois, et à chaque fois, c'est un petit peu comme si vous avez, je sais rien, j'aime les deux clubs, hein, j'aime PSG, j'aime même Marseille, donc c'est un peu comme si à chaque fois qu'il y avait un but, je me lève, je suis content. Donc à chaque fois, il y avait ce truc où je voulais vraiment qu'en fait, je voulais pas les marier nécessairement, hein, bien que lui avait marié mon père, ma mère. Bon, bref. C'était intriguant, cette discussion qui était ouverte, hein, qui était bien entendu ouverte. Mais je me souviens, à partir de ce moment-là, mais même peut-être avant, j'ai toujours dit à mon père, à ma mère, j'ai toujours dit, vous verrez dans le futur, il y aura des colloques, des conférences, des meetings, des sommets croisant différentes religions, avec des différents représentants des religions, des spiritualités aussi, et la science, en fait, les différentes sciences. Et ça nous permettra d'accoucher à quelque chose de nouveau. Je pense que la nouvelle ère passera par là, encore une fois, sans qu'il y ait de prosélytisme, avec bienveillance, tolérance, solidarité, et j'y crois vraiment, du feu de Dieu, si je puis dire, mais aussi parce que je pense que ça peut vraiment être intéressant, et de s'ouvrir encore à des champs de conscience, j'entends, et du cœur et autres, mais je pense qu'on pourra, c'est vraiment l'approche holistique, encore une fois. Voilà, donc encore une fois, je vais tenter de la faire simple. Ces membranes, ces interfaces permettent, à mon sens, d'être des intermédiaires, des entremetteurs en quelque sorte, dans cette histoire d'amour entre la science et la spiritualité. L'un des premiers piliers, c'est la nature. Hein. Plus on étudie la nature, la botanique, etc., plus c'est difficile de ne pas croire qu'il y ait derrière tout ça une intention, une volonté, sans quoi ce serait comme de se dire que voilà, vous n'avez pas les preuves que vous ayez eu une mère génitrice, vous avez été abandonné à la naissance, et donc vous en déduisez que vous êtes tombé du ciel, des œufs de Pâques ou des cigognes. Vous voyez un petit peu, c'est l'esprit. Donc plus on étudie dans le protocole, c'est pour ça que tous les ésotérismes prônent une connaissance et de s'intéresser pas qu'aux spiritualités, aussi à la science, etc. Parce que ce sont des chemins, des voies qui nous emmènent aussi toujours vers la source, etc. Alors, la nature, comme on l'a vu, hein, la notion aussi d'énergie, hein, la quintessence qui corrèle tout à tout et à travers tout. Troisième point, c'est la créativité, l'intuition, qui nous permet de, entre guillemets, c'est cette connectivité à quelque chose de supérieur, mémoire collective, les champs morphiques, morphogénétiques, morphogénétique, il y a deux, enfin avec un slash entre les deux, que ce soit l'inconscient collectif, les mémoires akashiques, etc., etc. Et enfin, la conscience individualisée en tant que votre monde mental, en quelque sorte, aussi une conscience inconsciente, j'entends, à travers les cellules, à travers chaque chose qui existe du monde du vivant, et qui est une alvéole du poumon cosmique dans l'absolu, et tout se synchronise de manière absolument remarquable, et voir si je puis me permettre, et je me permets, de manière miraculeuse. Voilà, il s'agit juste de la troisième partie de cette clé 68 pour vous aider à
façonner le passe-partout de la clé des champs pour ouvrir les portes de la conscience du cœur et de ce que vous souhaitez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et aux dômes à bon entendeur. Salut!